Les Juifs ont disparu d'Orient après 26 siècles de présence. Tout cela est magnifiquement illustré par une exposition qui se tient actuellement à Paris, à l'Institut du monde arabe, et ce jusqu'au 13 mars prochain, 13 mars 2022. Elle a pour titre « Juifs d'Orient, une histoire plurimillénaire » et elle mobilise 280 œuvres venues du monde entier pour raconter ces 26 siècles de présence juive, dont 15 sous le régime de l'islam. L'événement permet des mises au point géographiques et historiques, mais il est aussi le lieu d'une expérience humaine, sensorielle, chantante, qui nous offre les retrouvailles nécessaires avec un passé ignoré ou trop largement éludé. Pour en parler ici à Lima, nous avons le plaisir d'avoir avec nous l'historien bien connu de l'Algérie, Benjamin Stora, co-commissaire de l'exposition, et l'écrivain franco-marocain, Tahar Benjeloun. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonsoir. Alors, la première question, c'est pourquoi est-ce que cette exposition arrive maintenant, alors que ça fait que 30 ans que Lima existe ? Écoutez, c'est une exposition qui a été décidée il y a 2 ans environ, donc avant le Covid, et puis avant les événements politiques que nous connaissons tous, en particulier la normalisation des rapports entre le Maroc et Israël, mais cette exposition a été décidée avant tous ces événements-là. Pourquoi elle a été décidée en ce moment? Tout simplement parce que, à la demande de Jack Lang, qui m'a demandé d'être le commissaire général de cette exposition, et il voulait qu'il y ait une place qui soit faite à la troisième grande religion monothéiste, bien sûr, qui était le judaïsme. Mmh. Il y a eu bien sûr la première grande exposition qui s'est tenue en 2014, le pèlerinage à la Mecque, donc l'islam, qui était en 2014, puis une seconde exposition sur les chrétiens d'Orient, oui, qui a eu lieu en 2017. Mmh. Et donc il était normal, évident, de faire la troisième exposition, une sorte de trilogie sur le judaïsme. Le judaïsme en terre d'Orient, comme les chrétiens ont été aussi en terre d'Orient, bien sûr. Et donc c'est le troisième volet de l'exposition qui a été décidé par conséquent en 2019. Oui. Et voilà, et donc on a commencé à travailler sur ce volet très particulier, effectivement, en même temps très difficile, bien sûr, parce que vous l'avez signalé dans votre introduction, c'est-à-dire qu'il y a eu un départ effectivement massif des Juifs d'Orient, donc ça rendait la tentative un peu plus compliquée, évidemment, que les 2 autres tentatives. Bien sûr, mais est-ce que vous pensez que les fameux accords d'Abraham n'ont rien changé, ou la normalisation des relations avec le Maroc ? Ah si, moi je pense que ça a beaucoup changé quand même, parce qu'il y a énormément de prêts qui ont été faits par le Maroc pour cette exposition, et puis le Maroc, de toute façon, avant même ces accords d'Abraham, avait déjà reconnu, mis en place, développé des musées d'art juif. Ça existait déjà. Je veux dire, à Casablanca, Rabat et Essaouira, il y avait une tradition, je veux dire, marocaine, qui elle-même d'ailleurs avait inscrit dans sa constitution la présence de l'histoire juive dans la constitution marocaine. Même dans le journal, la date est en arabe et voilà, et en donc hébreu. C'est-à-dire qu'en fait, ces accords très politiques, il faut le dire, sont importants bien sûr, mais il y avait déjà une tradition. Il y avait une tradition ancienne de reconnaissance de cette pluralité, de cette existence communautaire. Mais il est évident que les accords aussi, bien sûr, ont joué un rôle politique important, c'est évident. Tard, au Maroc, il y a vraiment une initiative du roi pour refaire émerger la présence juive. D'abord, j'ai appris par hasard et récemment, en lisant les mémoires d'un grand homme politique marocain, qu'en 1956, c'est-à-dire au moment de l'indépendance du Maroc, Ben Gurion était en contact avec le roi Mohamed V. Déjà, il y avait des contacts, il n'était pas publié, il n'était pas connu, mais il y avait déjà des contacts. Et ces mêmes contacts ont été poursuivis sous le règne de Hassan II, semi-officiellement, jamais officiellement, mais semi-officiel. Et puis, nous avons au Maroc, comme tout le monde sait, une communauté juive importante. Moi, mon enfance, quand je vois mon enfance, on avait des voisins juifs et on échangeait. Ma mère, le vendredi, leur offrait un plat de couscous et le lendemain, le plat revenait avec la sakhina. C'était quelque chose qui se faisait de temps en temps, était naturel. Et quand il y avait une fête, on allait leur dire bonne fête, etc. Et c'était totalement naturel. Je ne dirais pas que
c'était le grand amour, mais c'était naturel. On trouvait, bon, ils sont là, ils sont bien, on sympathise, on va chez les uns et les autres. Et puis les choses se sont mal passées au Maroc à partir vraiment de 67. Oui, mais ça, de toute façon, on va le. Oui. Mais après, on va l'aborder après. Oui. Il y avait à peu près 250 000 juifs au Maroc à l'époque, et ça a été une perte énorme, énorme pour le capital humain marocain. Mais c'est vrai qu'il y a eu cette perte de capital humain un peu partout. Et Benjamin, vous avez dit et écrit que cette exposition était une première internationale. Pourquoi ? Une première internationale pour montrer d'abord la richesse de cette culture juive, enracinée dans une histoire très longue, dans une temporalité, dans une durée très très longue, avant l'arrivée du christianisme, avant l'arrivée de l'islam. Oui. Et on a trop tendance, malheureusement, à écrire cette histoire par la fin, par les conflits, par les séparations, par les guerres, par les oppositions, sans mesurer en fait ce que vient de dire Tahar Benjeloun, c'est que juifs et musulmans vivaient ensemble dans un univers commun qui était comme une évidence en fait. L'un n'était pas étranger à l'autre, c'était le même monde. Ils parlaient ensemble dans la même langue, c'était la langue arabe évidemment. Donc il y avait les mêmes sons liturgiques, religieux, au niveau de la sonorité musicale, je parle bien sûr la cuisine, bien sûr. Cette vie commune était une évidence enracinée dans des siècles. De ce monde très particulier, à la fois un monde arabe, un monde berbère, pour ce qui concerne l'Afrique du Nord principalement. Donc il y a par conséquent une très très longue histoire qu'il faut raconter, d'où l'importance de cette exposition, parce que c'est la temporalité. Puis la deuxième chose, comme une sorte d'événement, c'est que des œuvres, des objets ou autres, sont venus effectivement de très nombreux pays. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont venues du Maroc, bien sûr, mais aussi de Tunisie, mais aussi d'Égypte. Avec une certaine facilité d'Égypte. Oui, tout à fait. Mais aussi, bien sûr, du British Museum, des arts islamiques du Louvre, le musée d'art d'histoire du judaïsme à Paris, et puis les musées d'Israël qui ont prêté des œuvres, parce qu'il est bien évident que toutes ces œuvres rassemblées en un seul lieu montre le caractère exceptionnel de la chose, le côté rare de la chose, parce que ça part évidemment des menorahs jusqu'aux robes de mariée, en passant par des bijoux bien sûr, jusqu'aux tableaux orientalistes français du 19e siècle, où on a effectivement aussi les esquisses de Delacroix qui sont montrées, à côté de robes ottomanes, portées par des femmes juives au moment de leur mariage. C'est un espèce de rassemblement de pièces assez uniques dans l'histoire, donc ça donne aussi ce caractère exceptionnel à cet événement. C'est vrai qu'il y a une idée, on a l'impression que c'est vraiment très long, très gigantesque, on est immergé là-dedans. Et est-ce qu'il y a des objets qui vous ont surpris et dont vous pensez qu'ils vont surprendre le public? Tahar. Il y a une pièce absolument extraordinaire du temps à Volubilis au Maroc, bien avant l'ère chrétienne, du temps des Romains, qui est là. C'est une pierre avec des inscriptions et qui atteste la présence juive au Maroc bien avant, des siècles avant l'arrivée des Arabes et de l'islam. Et c'est assez émouvant, extraordinaire de voir ça. Il faut le rappeler, ce serait formidable que des lycéens, viennent voir ça, et de tous les pays, parce que c'est important de rappeler des traces de l'histoire. Une fois, comme a dit Benjamin, il ne faut pas reprendre par la fin, mais le début de l'histoire. Et le début de l'histoire, effectivement, il y a une diaspora juive dans le monde entier. Il faut aussi revenir en arrière et rappeler le travail extraordinaire qu'a fait l'historien marocain Haïm Zafrani, qui a fait 2 tomes magnifiques sur la culture juive. 1000 ans de vie juive au Maroc. Oui, et qui sont ces 2 livres montrent comment la symbiose culturelle des Juifs venus de Grenade, parce que Isabelle la catholique les a expulsés. Donc il y a ceux qui sont venus et ceux qui étaient déjà là. Se réfugier au Maroc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce mélange a donné
dans la société musulmane marocaine des noms comme Cohen, Chokroun, Abej, Ouhanna, Bahloul. Bahloul. Oui, il y a des noms juifs, de familles juives, qui sont communes aux familles musulmanes. Et ça, c'est très important de le dire, parce que ce n'est pas un hasard, c'est qu'il y a eu vraiment un métissage entre non seulement les cultures, mais les peuples et les religions. Il y a notamment aussi les noms berbères qui sont très impressionnants. Oui. Donc il y a ce partage entre deux noms berbères, entre le juif et musulman. Il y a Zenati, il y a Touati, Fuenquinos. Fuenquinos qui veut dire le Phénicien. Et donc il y a cette berbérité partagée qui est assez fascinante. Et justement, Benjamin, vous vouliez rebondir Non, sur la berbérité, il y a cette énigme, ce mystère de la reine des Aurès, la Caïna. La Caïna. La fameuse Caïna, dont l'origine est très discutée. Est-ce que ça appartient à la légende ou à la réalité? Bon, il y a un tableau énigmatique de Jean Atlan, un grand peintre originaire de Constantine, en Algérie, et qui représente la Caïna, parce qu'il se sentait en filiation déjà. C'est un tableau de 1958, mais où il voulait absolument montrer cette présence, l'importance de cette femme qui avait résisté, disons, à une présence arabe, mais sans forcément combattre, entre guillemets, les musulmans, parce que c'est raconté très bien chez un historien arabe qui s'appelle Ibn Khaldoun, qui a raconté une partie de l'histoire de la Caïna. Donc c'est aussi ça, la berbérité, c'est un enracinement ancien, c'est-à-dire des autochtones, des gens qui étaient là bien avant l'arrivée de tout le monde, ça c'est très important. Bien sûr, et puis alors pour revenir à ça, donc à cette communion entre juifs et musulmans, et notamment au Maroc, effectivement il y a 650 saints, et 150 sont aussi vénérés, donc 650 saints juifs, et 150 sont aussi vénérés par les musulmans. Et effectivement, au Maroc, les gens, ils ont conscience de ça? Oui. Enfin, ceux qui fréquentent les mausolées des saints, bien sûr. Bien sûr, c'est très connu. Et c'est très impressionnant parce que on se rencontre. Maintenant, il y a des pèlerinages qui se font d'Israël ou du Canada ou n'importe où. Ils viennent se recueillir sur le mausolée de ces saints qui sont vénérés par les deux religions. Mais ça prouve combien les deux religions sont extrêmement proches, et par la culture et par l'histoire. Et de toute façon, ce qui est malheureux, c'est le XXe siècle. Au milieu du XXe siècle, avec la création de l'État d'Israël, tout ça va exploser. Enfin, je pense qu'avant quand même la création de l'État d'Israël, il y avait quand même des problèmes d'opposition qui résultaient du statut des Juifs en terre d'islam, dont il faut parler quand même. Oui, les dhimmi. C'est-à-dire la dhimitude, c'est-à-dire le statut qui à la fois était un statut de protecteur et mais en même temps de soumission. C'est-à-dire qu'il y avait cette ambivalence entre protection et soumission. Il faut quand même le signaler. Et donc il n'y avait pas l'égalité juridique, entre guillemets, qu'on va connaître après, au moment de l'arrivée des idéaux d'égalité citoyenne, notamment au XIXe siècle, notamment portés par l'Alliance israélite universelle, qui a, au XIXe siècle, apporté précisément cette question-là. Mais il faut préciser aussi, bien sûr, qu'il y a eu des affrontements. Un des plus célèbres, c'est l'arrivée des Almohades, qui ont été extrêmement durs. Je prends cet exemple-là sur le plan historique. Les Almohades qui arrivaient du fin fond du désert, qui portaient un islam intégriste, rigoriste, et qui étaient à l'opposé de l'islam porté par exemple, les Omeyyades. C'était un islam tolérant, ouvert, des lumières, etc. Alors que là, on avait affaire, disons, à un islam qui pourchassait, était dans la conversion aussi, et qui a obligé certaines familles juives à quitter, à partir. Bon, le plus célèbre étant bien sûr Maïmonide, qui est au cœur de l'exposition. C'est un personnage très important et qui va s'enfuir, partir au Maroc, traverser toute l'Afrique du Nord et aller jusqu'au Caire, où il va devenir un des médecins de Salah ad-Din, qui était quand même pas n'importe quel personnage. Ce sont les Fatimides au Caire, c'est ça? Quand Maïmonide va au Caire, c'est la dynastie des Fatimides, qui est beaucoup plus ouverte. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, tout dépend des périodes. L'histoire du statut des Juifs en terre d'islam, puisqu'on en arrive maintenant là directement, varie selon les périodes, selon les suzerains, selon les sultans, etc. Tout dépend. Je veux dire que c'est pas uniquement
tout sombre ou tout joyeux. C'est pas l'enfer ou le paradis, c'est la vie. Et par exemple, pour revenir à Maïmonide, il y a un écrit de sa main. Ah oui, ça c'est... C'est magnifique. C'est magnifique. Ça, c'est une pièce très c'est une qui n'a pièce jamais été montrée, exceptionnelle. qui est exceptionnelle, qui vient du Caire, qui est Caire. de sa main annotée, disons en arabe et en hébreu, puisqu'on le sait que Maïmonide écrivait en arabe. La plupart le guide des égarés a été rédigé en arabe. Oui. Donc c'était sa langue, la langue de communication de l'époque, tout simplement. Il n'y a pas un côté exceptionnel, mais je veux dire qu'on voit bien à travers la trajectoire de Maïmonide, et ça c'est très intéressant, elle illustre bien, disons, ces rapports très compliqués entre intégrisme et puis en même temps convivialité et en même temps partage et en même temps, je veux dire, fabrication entre guillemets de la rationalité et de la foi, c'est-à-dire de ce rapport entre raison et foi. C'est tout ça l'histoire de Maïmonide. Et son déplacement géographique est très intéressant, c'est-à-dire de l'Espagne jusqu'en passant par le Maroc, l'Afrique du Nord, jusqu'au Caire. C'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on voit bien cette trajectoire de ce personnage qui est très important et qui est au cœur de l'exposition, puisqu'on a bien sûr ce document authentique, mais aussi des livres qui ont été publiés plus tard, au XIVe, XVe, XVIe siècle, de Maïmonide, donc en hébreu et en arabe, et qui sont montrés aussi pour la première fois pour certains. Donc ce sont des pièces absolument exceptionnelles. Oui, vraiment à voir absolument. Et est-ce que vous pensez tous les deux qu'une telle exposition, en particulier à l'UMA, pourra faire changer un peu les mentalités, faire changer, aller à l'encontre des idées reçues, notamment chez les jeunes? Est-ce que vous pouvez penser qu'on peut s'en servir et comment vous imaginez qu'on puisse s'en servir? C'est évident que c'est une exposition, d'un point de vue pédagogique, essentielle et fondamentale, mais il y a un travail à faire dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges, avec ces enfants pour leur raconter cette histoire. Parce que l'exposition raconte une histoire depuis des millénaires, c'est pas depuis hier, c'est très important. Et de montrer preuve à l'appui. Aujourd'hui, on est dans des discours de séparation, dans des discours de haine, dans des discours où on ne veut pas reconnaître l'autre, dans des discours de refus de l'altérité. C'est très violent, c'est très fort aujourd'hui. Pour combattre cela, il faut tenir le fil de la culture. Si on lâche le fil de la culture et de l'histoire, c'est la barbarie qui l'emporte. C'est la haine qui l'emporte. Donc il faut tenir fermement le fil de la culture. C'est pas simple. C'est pas évident de tenir un fil culturel, une histoire culturelle, parce qu'il y a toujours les clameurs de l'actualité. Il y a le bruit de l'actualité, comme on dirait le buzz de l'actualité, qui entrave sans arrêt, je veux dire, la réflexion sur la longue durée et qui nous somme à chaque fois de prendre parti dans l'immédiateté. Alors il faut tenir ce fil-là fermement, difficilement, mais si on lâche ce fil, alors à ce moment-là viennent s'engouffrer toutes les peurs, toutes les haines, toutes les séparations. Et c'est ça qui malheureusement qu'on vit en ce moment. Donc il faut continuer cette question-là. Donc cette exposition aussi, elle a à mon sens un objectif effectivement qui est celui d'une transmission mémorielle. Parce que c'est en transmettant, disons, cette histoire et cette mémoire, bien entendu, qu'on peut quand même montrer aux jeunes générations qu'il a existé d'autres histoires que celles de la guerre et de la séparation. Il y a d'autres histoires qui ont existé. Il faut leur montrer. Mais le principal, c'est que, comme dit Benjamin, il faudra leur dire, l'histoire des Juifs en Orient, c'est une belle histoire, qui malheureusement s'est terminée par la dispersion. C'est-à-dire que, et ça c'est triste. Justement, j'aimerais en parler avec vous pour finir. La dernière partie en fait du parcours est assez déchirante. Moi, elle m'a fait pleurer en fait. Elle porte sur les départs de cette deuxième moitié du XXe, avec force témoignages et photos qui montrent la violence et la brusquerie du phénomène. Alors globalement, on va poser la question, est-ce que les Juifs sont partis de leur propre gré ou est-ce qu'ils ont été fichus dehors? Il y a les deux, c'est-à-dire que, après je laisserai la parole à l'historien, mais moi je sais qu'au Maroc ça a été un déchirement, on les voyait partir et moi j'avais des copains et des copines au lycée qui du jour au lendemain n'apparaissaient plus. Oui. Il y avait la peur, c'est vrai, il y avait la peur, il y avait l'endoctrinement, il y avait la clameur idéologique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des départs à la fois contraints, à la fois forcés, à la fois volontaires. Tout dépend des situations historiques qui ne sont pas réductibles à un seul
processus, c'est-à-dire la création de l'État d'Israël. Non, je ne crois pas que ce soit le seul facteur d'explication. Alors il y a le Maroc, mais si on prend l'exemple de l'Algérie, il y a eu effectivement le fait que la plupart des Juifs étaient français, depuis 5-6 générations. Donc il est évident qu'à partir de là, étant français, bon, ils ont suivi la France. D'autant que beaucoup étaient déjà dans l'administration française. Donc ça, c'est un exemple aussi, différent. Mais si on prend l'exemple de l'Égypte, il y a eu quand même des mesures qui ont été prises d'expulsion des Juifs d'Égypte. Il y a eu des décrets qui ont été pris par Nasser. À Alexandrie surtout. Oui, bien sûr. Donc vous voyez, ça dépend des situations, des périodes. Mais le problème, c'est que l'histoire, elle s'est extraordinairement accélérée. Des années 50 aux années 70. C'est-à-dire qu'il y a eu une contraction d'histoire en l'espace seulement de 20 ans, ce qui est rien en termes historiques, où les 2000 ans d'histoire accumulée se sont littéralement évanouis en l'espace de 20 ans. Entre les départs volontaires, les départs contraints, les départs forcés, etc., il y a un phénomène d'entraînement qui s'est produit, de peur évidemment aussi qui existe, notamment dans le processus de décolonisation, parce que effectivement, pour beaucoup de Juifs qui entrent dans le processus de décolonisation, ils ne savent pas quel va être l'avenir qui va être le leur dans les nouveaux États qui accèdent à leur indépendance. Est-ce que l'islam va rester religion d'État? Quel va être le statut des minorités? Quel va être le problème de la pluralité politique ou démocratique dans ces sociétés? Ce sont beaucoup d'interrogations. Moi, je parle d'expérience, puisque moi, je me souviens des discussions en Algérie étant enfant, qu'avait mon père avec mes oncles, avec ma famille, et qui étaient grosso modo, qu'est-ce qui va se passer pour nous au lendemain de l'indépendance de l'Algérie? Quel va être notre statut en fait comme minorité juive dans ce nouvel État? Ils se posaient ces questions-là et ils étaient très inquiets sur leur futur statut. Donc vous voyez, il y a une multiplicité de causes parce que ce n'est pas une seule cause. Bien sûr, oui. Et il y a aussi le problème des nationalismes. Les nationalismes s'affrontent à cette époque-là où on est sommé de choisir son camp, dans un camp ou dans l'autre, et tout d'un coup, je veux dire qu'il y a cet engrenage de la peur qui s'organise. Ce qu'il faut préciser, c'est que c'est avec ce retour de mémoire, avec cette exposition en particulier, je pense que pour les jeunes, entre guillemets séfarades, parce qu'on n'a pas encore utilisé le mot, c'est vrai. donc il faut l'utiliser. Juifs d'Orient, on a dit. Voilà, parce que c'est séfarades, comme on dit aujourd'hui. Oui. Ils vont prendre conscience qu'ils sont les héritiers d'une grande histoire. Parce que malheureusement, on a dévalorisé leur propre histoire, de tous les côtés, venant y compris de l'Occident, je ne citerai pas de nom. Mais ils vont se rendre compte qu'à travers l'art, la culture, la littérature, la philosophie, la religion, la théologie, ce sont des héritiers d'une très grande histoire qui s'est évanouie, qui s'est évaporée et qu'il faut se réapproprier aujourd'hui, parce que c'est aussi une fabrication d'identité personnelle que d'être dans une histoire très ancienne et avec cette multiplicité, disons, de parcours, de langage, de langue. C'est très important tout ça. Donc on a par conséquent, oui, une sorte de retour mémoriel qui s'accomplit, de s'accomplir venant des jeunes générations. Pas partout. Mais en France en particulier, oui. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, à la fois musulmans et juifs, qui cherchent à comprendre. Et qui sont heureux d'hériter. Quelle est leur place dans cette histoire très ancienne? Pourquoi leurs grands-parents parlaient l'arabe? Enfin, vous voyez, c'est des questions très simples. Mais pourquoi eux n'ont-ils pas été inscrits dans cette histoire-là et qui n'a pas été enseignée non plus dans les manuels scolaires français, tout simplement. C'est ça, oui. Tout simplement, je veux dire, c'est une histoire qui n'est pas enseignée, qui n'est pas connue. L'histoire des Juifs d'Orient n'est pas connue, elle n'est pas enseignée, elle n'est pas transmise. Et y compris en France. Y compris en France. Alors vraiment, merci pour cette exposition dont j'ai là le merveilleux catalogue avec vraiment une somme d'articles de chercheurs et des illustrations magnifiques. Je voudrais aussi donc dire que ça se termine le 13 mars 2022, donc courez-y, allez-y. C'est un pur plaisir, c'est vraiment bien. Et puis je voudrais parler de votre actualité, Benjamin. Donc cette BD dont vous avez fait le scénario, Histoire dessinée des Juifs d'Algérie. Tout à fait. Et puis la réédition de Juifs et musulmans. En poche. Donc sous la direction de Abdelwahab Medeb, de vous-même et de Sylviane Goldberg. Quant à Tahar, une actualité artistique, puisque à partir de demain se tient une exposition de vos œuvres. Le 1er décembre, une exposition chez Patrice Trigano, rue des Beaux-Arts, qui va durer jusqu'à la fin janvier. Ce sont des villes imaginaires, des villes rêvées. Donc voilà, Tahar Benjelloul, peintre également. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Au revoir. Merci.